Bien, j'ai le plaisir de passer la parole à François Foyer, qui va nous parler de cybersécurité industrielle, de la cartographie initiale à la mise sous surveillance continue de la société Sec IoT. Merci Hervé, et puis merci à l'OCIR de nous recevoir aujourd'hui, de nous avoir invités. Donc François Foyer, CTO de Security. Effectivement, aujourd'hui, la cybersécurité industrielle, c'est un sujet qu'on a depuis longtemps dans les sujets cybersécurité, mais c'est un sujet qui reste passionnant et encore bien à couvrir, puisqu'il y a assez peu d'environnements industriels qui sont au niveau, on va dire, en termes de maturité cyber aujourd'hui. C'est un constat qu'on peut faire. Et je pense que la menace sur ce type d'environnement aujourd'hui, par contre, elle est bien connue. Et donc, c'est un sujet en tout cas que j'ai le plaisir de partager avec vous aujourd'hui autour de la solution Security et de la société Security que je vais vous présenter très rapidement. Donc, Security est une société qui est dans sa 5e année d'existence. On est une trentaine de collaborateurs, essentiellement dans l'équipe R&D, avec beaucoup de compétences en analyse réseau, en industrie et en architecture réseau, en développement, Rust principalement pour la partie back-end. Et donc, on est financé par Bouygues Telecom, que vous connaissez certainement. Voilà. Donc, on est un projet d'excubation de la société Bouygues Telecom. Euh, et on s'adresse, vous le voyez ici en bas, hein, tous les secteurs. Quand on parle d'industrie, finalement, ben, ça peut être du bâtiment avec de la GTB/GTC, ça peut être du transport, ça va être beaucoup l'énergie. C'est des personnes avec qui on échange beaucoup, puisqu'ils ont déjà un bon niveau de maturité, ils ont déjà un bon niveau de maturité cyber OT, et donc c'est plus facile pour eux d'engager, je dirais, des projets concrets sur ces sujets-là. Dans la gestion de l'eau aussi, on entend beaucoup de choses sur la partie eau, avec des installations vieillissantes, souvent mal maîtrisées, et pourtant qui sont une cible de choix pour des attaquants, parfois sous responsabilité des agglomérations, hein, qui doivent gérer ces environnements-là aussi. De l'aéroportuaire, de la chimie, là je les mets un peu dans le désordre, mais c'est vraiment très varié. Globalement, en fait, si vous êtes aujourd'hui dans vos locaux, posez-vous la question de savoir comment sont stockées vos données sur vos serveurs de l'entreprise. Et ça, c'est plutôt peut-être de l'IT. Et par contre, les climatisations qui servent à refroidir la salle serveur, est-ce qu'ils sont surveillés aujourd'hui chez vous? Et est-ce qu'une atteinte à cette climatisation pourrait atteindre finalement votre travail du quotidien? Donc on voit tout de suite la notion de supply chain un peu qui va arriver. L'industrie, c'est la chaîne d'approvisionnement. Si je n'arrive pas à aller, en tant qu'attaquant, à aller taper un gros poisson, pour le dire comme ça, on va pouvoir plutôt essayer d'aller casser sa chaîne d'approvisionnement. Et aujourd'hui, ce sont les menaces principales. Il y a bien sûr le sabotage. Il y a également la partie qui est plus orientée sur le vol de procédés industriels, le vol de données, qui reste quand même quelque chose sur des secrets industriels. Aujourd'hui, donc Security, on propose différentes solutions, une qui s'appelle Explore et l'autre qui s'appelle Citadel. Explore, aujourd'hui, c'est, vous imaginez un ordinateur portable un peu costaud, mais qui va vous aider à aller voyager dans les différents sous-systèmes ou les différents sites, les différents bâtiments de vos environnements industriels pour aller le cartographier, pour aller comprendre tous les flux qui circulent, pour savoir comment se passe la télémaintenance et le cartographier techniquement, pas juste sur du déclaratif. Donc c'est une approche qu'on pourrait considérer vraiment orientée audit, hein, mais c'est vraiment un outil qui va aider l'auditeur à pas passer 30 jours ou 40 jours à aller ouvrir des armoires et relever des numéros de série, mais plutôt 2, 3, 4, 5 jours maximum et d'avoir une cartographie le plus exhaustive possible. Donc il y a vraiment cette notion d'aller plus vite sur les tâches peu intéressantes et de libérer du temps sur le temps sur lequel l'humain va pouvoir ajouter sa valeur. Donc sur la partie analyse, sur la partie architecture, sur la partie refonte, sur la partie amélioration.
voilà, le côté proactif de cette cybersécurité. Donc les sondes sont passives, on est une solution souveraine et très fier de l'être. La cartographie aujourd'hui, et je vous le montrerai dans la partie démonstration, pour nous c'est la pierre angulaire, c'est le point pivot entre toutes les autres solutions. Je peux avoir des bastions, je peux avoir des firewalls, je peux avoir des SIEM. Finalement, toutes ces solutions sont indépendantes l'une de l'autre et c'est à l'analyste d'aller faire l'effort aujourd'hui de prendre des éléments techniques dans un outil pour aller les mettre dans l'autre outil pour aller requêter et chercher de l'information. Donc aujourd'hui, on a cette vocation-là à être l'outil central entre tous les autres outils qui, eux, sont actifs. Nous, on recopie le trafic sur le réseau. On analyse ça de manière passive, ce qui fait que la solution et non invasive sur les réseaux industriels. C'est primordial pour garantir leur, euh, leur bon fonctionnement sans aggraver la situation quand elle est déjà pas très bonne, avec des vieux équipements ou avec des configurations mal maîtrisées. Donc l'idée, c'est d'être vraiment passif. On va avoir des compléments qui vont être des compléments, je vous en parlerai plus tard, semi-actifs, qui permettent d'aller euh, favoriser la rapidité de la cartographie, mais sans altérer la matrice des flux. Ça, c'est quelque chose qui est important. Sinon, on met un bon gros Nmap au milieu du réseau, on arrose tout le réseau et on aura bien un semblant de cartographie à la fin. Mais c'est pas du tout l'approche par Security. Euh, la cible de tout ça, finalement, c'est que aujourd'hui, l'IT et l'OT, quand on parle d'OT, ça peut être l'OT qui est interne à une entreprise ou externe, parce qu'il y a beaucoup de maintenance externalisée aujourd'hui dans les environnements industriels, comme on retrouve aussi dans l'IT de la sous-traitance ou de la prestation de services pour certains services informatiques. La criticité des procédés qui sont surveillés en environnement industriel fait que ça demande quand même un niveau d'expertise, un niveau de responsabilité qui est fort. On va avoir un grand écart dans les entreprises avec lesquelles on échange, celles qui ont en interne je vais dire, réponse à incident opérationnel, donc leur maintenance, qu'elle soit électrique, qu'elle soit mécanique, qu'elle soit numérique. Et ils ont vraiment toutes ces équipes-là qui font jusqu'à du H24 chez eux, et d'autres entreprises qui ont la maintenance qui est 100% déléguée à des entreprises externes. Et donc il y a un fossé entre les deux, mais le besoin par contre de voir la même chose, de pouvoir partager les mêmes informations entre tous les acteurs autour du système d'information industriel est primordial. Aujourd'hui, c'est un des points bloquants, c'est que finalement, ces environnements industriels ne sont simplement pas cartographiés. On ne sait pas ce qu'il y a, on ne sait pas les vulnérabilités qui sont dessus, on ne connaît pas les acteurs qui y accèdent, les différents propriétaires, mainteneurs. Et donc, c'est l'ambition de ces coyotes. Bien sûr, l'idée, c'est d'arriver à une supervision continue, hein. Le titre, c'est de la carto initiale jusqu'à la supervision et la détection d'intrusion. On aimerait pouvoir mettre un système directement sous monitoring et sous surveillance de systèmes de détection d'intrusion. Le problème, c'est que quand les alertes sonnent, il est juste un peu trop tard pour commencer à essayer de comprendre d'où ça vient et essayer de comprendre comment ça a pu se produire. Voilà. Donc l'approche est proactive, c'est, je vais le présenter juste ici. On veut une belle cartographie. Alors quelque part, ça reprend le guide cartographie de l'ANSSI de 2018, qui est un excellent référentiel pour le sujet. À gauche, vous retrouvez les éléments qu'on souhaite cartographier, donc les réseaux, hein, qu'ils soient physiques, logiques, les équipements, qu'ils soient virtuels ou physiques également, les matrices des flux, parce que ça c'est vraiment l'incontournable aujourd'hui. C'est si on maîtrise pas ces matrices des flux, on est incapable de vérifier que la segmentation est bonne, que les bonnes personnes et les bons services communiquent, interagissent ensemble. On va avoir la notion de faiblesse qui est extrêmement importante aussi. Et la faiblesse, pour moi, va au-delà de la simple CVE.
Parce que savoir qu'un asset est vulnérable, finalement, si c'est un asset qui a une dizaine d'années jamais mis à jour, oui, il est vulnérable. C'est pas le fait de connaître la liste des 100 vulnérabilités qui va faire qu'il sera mieux connu. Par contre, dans ses faiblesses, s'il y a des accès avec des mots de passe faibles, voire pas d'accès du tout, enfin pas de contrôle d'accès du tout, si il a une forte exposition à des réseaux pour des raisons de maintenance, par exemple, il se retrouve exposé à Internet, là on est sur une notion de faiblesse réseau, de faiblesse d'architecture, faiblesse d'exposition, qui est très loin de la CVE et qui est bien plus critique que le simple fait qu'il y ait une CVE dessus. Ensuite, on va cartographier aussi les acteurs. C'est indispensable si on veut préparer une réponse à incident correcte et comprendre le fonctionnement de son environnement, maîtriser les acteurs, donc essentiellement les propriétaires, les mainteneurs, les utilisateurs. Et ce qui est important aussi, c'est de cartographier. On est dans une usine, dans des environnements industriels. Ce sont les différentes unités de production qui n'ont pas toutes les mêmes niveaux de criticité. Donc il va falloir évaluer les niveaux de criticité de ces différentes unités de production. Et donc tout ça, en fait, ça alimente ce qu'on appelle la cartographie cyber, qui va bien au-delà de juste des points et des traits qui sont des adresses IP avec des liens entre des adresses IP. On est, euh, on est bien au-delà de ça. De cette cartographie, on va pouvoir avoir les visions infrastructure, vision métier et vision applicative demandées par le guide de cartographie de l'ANSSI pour fabriquer des vues spécifiques. Et ces vues spécifiques, elles doivent être compréhensibles et adaptées aux différents métiers qui vivent autour du système industriel. Donc voilà, ça va être des RSSI ou des RSS2I, donc des RSSI industriels. Ça va être la DSI qui a un regard sur ce qui se passe dans l'usine, parfois un peu aveugle, complètement isolée et dépendante de ce qui est configuré parfois dans des chaînes de production qui sont livrées clé en main et pour lesquelles on connaît même pas les plans d'adressage IP, on connaît pas la nature des équipements qui sont en dessous. On met de l'huile, ça roule, ça avance, ça produit, mais on sait pas trop sur quoi ça repose. Donc ça c'est important d'aller le cartographier. Et puis vous retrouvez bon des auditeurs, des pentesters, des maintenanciers, des intégrateurs, des automaticiens, des responsables de production. Voilà. Le nombre de métiers dans l'industrie est colossal. Et finalement, ben, tous ces métiers-là dépendent aujourd'hui de cette industrie plus 4.0, donc une industrie très connectée. Et on repose sur des systèmes parfois fragiles. Donc on a cartographié de très nombreux environnements. Les mêmes fragilités, on les retrouve à peu près partout. Et c'est des choses qui pourraient tomber dans la case de l'hygiène informatique, mais en fait, c'est quand même de l'identifier qui va être le point le plus important. Et donc la flèche de retour, c'est bien sûr derrière, c'est de se dire que quand on a des premiers constats, on va faire évoluer. Et quand on fait évoluer, bah, il faut continuer à cartographier, parce que sinon on a une cartographie à jour. Ça rejoint la discussion de ce midi avec Hervé, c'est bah oui, mais finalement c'est jamais à jour. Voilà. Donc le faire en continu, c'est le seul moyen de l'avoir à jour et de toujours être en posture de réponse à incident. Et quand je parle d'incidents, c'est pas uniquement des incidents cybersécurité, c'est aussi des incidents opérationnels. L'outil qu'on est en train de cartographier et d'améliorer, c'est l'outil qui apporte la valeur, la richesse. C'est l'outil qui porte la criticité pour ces industries-là. Et donc c'est un bien essentiel. Donc la méthodologie, je vais la passer très très rapidement dessus. Je pense que de toute façon vous aurez le replay et puis des slides éventuellement si nécessaire. L'idée c'est vraiment de ne pas partir d'un besoin de contrôle continu et de poser ainsi une sonde de détection d'intrusion avec plein de règles sur un système qu'on connaît pas. Donc en gros, j'ai des règles que je ne maîtrise pas posées sur un système que je ne maîtrise pas. Quand ça sonne, j'ai pas avancé dans ma cybersécurité. L'approche est vraiment de partir de la cartographie, de la maîtrise, de la documentation, on va appeler ça la documentation du système d'information, et de s'appuyer sur la documentation et sur la photo du système d'information pour en déceler les faiblesses, prévoir les renouvellements de matériel. Aujourd'hui, par exemple, un des points clés qui est un frein à l'inclusion, au branchement de sondes dans les environnements industriels, c'est qu'on a des switches qui sont non manageables. Parfois, c'est un choix.
parfois c'est subi. On a aussi de l'isolement entre certains sites industriels, donc c'est pas toujours possible de tout voir. Donc vraiment, ces cartographies vont permettre de mettre en place les bonnes décisions en équipe avec une vue partagée entre l'IT, l'OT interne et externe et d'améliorer ce système-là pour le rendre suffisamment robuste, sain, avec des matrices de flux maîtrisées. Et là, la possibilité de mettre des règles de détection d'intrusion qui vont être ciblés sur des points faibles, puisqu'on aura eu des analyses de risque, on aura des événements redoutés, et on va pouvoir appliquer des règles face à des événements redoutés sur des entités qu'on maîtrise. Voilà. Donc l'explicabilité d'une alerte derrière, elle en est que meilleure, et tout le monde sera content au moment où on devra répondre. C'est d'autant plus vrai que dans l'IT, ça pourrait être un petit peu, c'est pas très grave, nos équipes SOC sont très costauds, elles sont fortes en IT. Quand elles voient un Active Directory, elles savent qu'un Active Directory c'est critique, il n'y a pas besoin de faire trois dessins. Par contre, quand elles voient un automate Schneider ou Siemens dans une usine A, ou est le même automate Schneider dans une usine B, en fait, on ne sait pas vraiment quel est le procédé qui est autour de ça. Est-ce que le procédé est critique? Et en fait, on sort complètement du cadre dans lequel un SOC va être capable de pouvoir faire de la réponse à incident et encore moins de la réponse à incident automatisée. Donc, je vous le montrerai plus tard. Les connexions à des SOAR, c'est des choses qu'on maîtrise très bien. Par contre, le SOAR, il est vers la solution Sakayoti, il n'est pas vers l'usine pour couper des flux qui seraient critiques. Donc, on va pouvoir mettre de l'échange d'informations entre des équipes OT qui sont sur le terrain proche des procédés et jusqu'à une équipe SOC qui est très éloignée et qui va devoir avoir les éléments pour pouvoir répondre correctement. L'intégration, dernière slide, après on passe sur la partie démo. L'intégration, alors ici vous retrouvez Security Brain, c'est une console centrale qui va agréger toutes les informations remontées par ces sensors. Les sensors qui sont placés ici sont mis en port mirroring à des points stratégiques, bien sûr, à définir en fonction des différentes architectures, pour avoir une couverture nord-sud, est-ouest. Et si on ne peut pas avoir une couverture globale, l'idée c'est d'avoir une couverture qui soit celle la plus adaptée aux événements critiques, aux événements redoutés, qui auront été définis dans l'analyse de risque. Pour faire cette analyse de risque, il faudra quand même une cartographie, d'où le côté citadelle aussi, qui permet de se déplacer avec un équipement pour aller cartographier quand même tous les différents points, au moins une première fois en manuel. Ici, vous retrouvez aussi donc un troisième élément, un Secure Collector. Et donc le collector, lui, a pour but d'aller couvrir des petits sites isolés. Donc je pense principalement à des réseaux de distribution de fluide ou d'énergie, à des compteurs ou à des choses comme ça. Donc des équipements qui sont très peu nombreux sur des petits sites isolés et où il faut pouvoir trouver des solutions bas coût et apporter de l'observabilité. C'est vraiment le point clé, hein, c'est de dire que si cet environnement isolé est critique et non connecté, il va falloir quand même le couvrir avec une observabilité particulière. Bon. Donc je rentre pas dans tous ces détails-là, mais c'est de bien comprendre qu'on peut travailler soit qu'avec un brain, soit avec un brain et un ou plusieurs sensors, soit à trois niveaux avec un brain, sensor et collecteur. Voilà. Alors, pour passer un petit peu sur la partie démo, donc Security, on est dans la plateforme ici, sur un environnement, sur un lab industriel qui est vivant. Ce que vous pouvez voir ici, finalement, ce sont les différentes bulles réseau. Donc, ce sont les zones réseau dans lesquelles on va retrouver des sous-réseaux. Et dans les sous-réseaux, on va retrouver différents équipements, différents assets. Comprendre ici qu'on a tout un tas de réseaux qu'on ne voyait pas avant. Au début, ça pique un peu, voilà. Il y a un petit effort de lecture à faire. Mais en fait, ces réseaux-là, quelque part, ils sont déjà existants, ils sont déjà déclarés. Donc, soit on laisse la solution Security découvrir le réseau seul, soit on va pouvoir récupérer toutes les configurations des firewalls, switch et des différents équipements et injecter ces données comme étant une base du supposé connu. Ensuite, on va pouvoir ajouter les sondes et faire la différence entre le supposé connu et le réellement observé sur le terrain.
ce qui va permettre déjà de mettre à jour, hein. On a toujours un RSSI qui a quand même eu un inventaire plus ou moins exhaustif qui a été cédé par son prédécesseur. On a les équipes achats qui ont quand même des listes de matériel qui ont été achetés. On a quelques fournisseurs de chaînes de production qui vont donner quand même quelques cahiers techniques qui vont être livrés avec. Ça va rarement jusqu'à la matrice des flux, hein, mais on va pouvoir être capable de collecter de l'information et s'appuyer dessus. Donc cette cartographie finalement, elle est aussi simple qu'un Google Maps, hein, pour citer Google ou d'autres outils de cartographie. Mais plus on va aller en profondeur, plus on va comprendre comment fonctionne le réseau, on va comprendre les flux, là donc les matrices plutôt inter-VLAN, comprendre quels sont les VLAN qui travaillent ensemble, est-ce que c'est normal qu'ils communiquent ensemble. Cette cartographie, en fait, là, vous le voyez, elle parle plus à des métiers qui seraient des métiers proches de administrateurs système et réseau, des gens qui savent ce que c'est une adresse IP, une IPv4, une IPv6. Voilà, donc ça, en fait, dans les usines et sur des zones industrielles, euh, les personnes qui travaillent dans ces environnements-là ne sont pas formées à cette cybersécurité-là. Ils sont formés à beaucoup de critères de sécurité, de sûreté, mais pas de cybersécurité. Donc il faut être capable aussi de pouvoir leur parler à eux. Et donc pour leur parler à eux, il y a ici donc un rendu qui est très utilisé. Je vais recalculer les positions. Un rendu qui est très utilisé, hein, qui est soit le modèle Purdue, soit ISA 99, hein, c'est le nom du référentiel. On a des niveaux ici qui vont de 0 à 6. Plus on est proche du 0, plus on est proche du physique. Et finalement, quand on est avec les automates et avec les IHM, vous voyez que chacun a bien son étage. Donc cette vue étagée là, elle a des intérêts qui sont de comprendre que un des événements redoutés, par exemple, il est célèbre cet exemple-là, mais il est quand même très régulièrement rencontré. Ça peut être des accès distants entre Internet et une zone d'administration d'environnement industriel. Donc ça, c'est des accès qui parfois contournent les firewalls. On se dit bah oui, j'ai un firewall, donc ma bulle est protégée. Non, il peut y avoir des routeurs 4G, des choses comme ça qui permettent d'avoir des accès à distance. Les accès à distance aujourd'hui sont contractualisés aussi, hein. C'est oui, on accepte de prendre votre maintenance, mais on veut avoir un accès à distance pour pouvoir réduire les coûts, optimiser les réponses, les temps de réponse. Donc cette vue-là va pouvoir leur permettre quand même de bien aussi leur parler, de savoir sur quel périmètre ils vont travailler. Donc les parties basses finalement sont les parties les plus intéressantes pour eux, en s'assurant que chacun des flux, bien sûr, on va rentrer dans ce détail-là, mais que chacun des flux est maîtrisé. Ici, on va retrouver une cartographie qui est une cartographie métier. Donc ce sont exactement les mêmes flux, les mêmes équipements, la même cartographie, les mêmes données techniques qui ont été recueillies. Simplement, elles sont représentées par des bulles qui sont des bulles métiers. Ici, j'ai de la régulation de pression, le filtrage des eaux usées, le pilotage central, et je vois par exemple que j'ai les fours haute température qui sont interconnectés entre du remote et de la régulation de pression. Est-ce que oui ou non, c'est légitime que cette machine-là soit un pivot potentiel entre du remote et la régulation de pression? Peut-être que oui, peut-être que non. En fait, on va le visualiser, on va devoir l'expliquer, et en isolant des machines et en isolant des cas avec une vue métier qui va parler à des gens du terrain, on va être capable de transposer le problème pour parler à des gens qui sont des gens de l'IT et des gens du réseau. Donc on va aligner la segmentation pour que la segmentation métier soit bien alignée à la segmentation réseau. D'accord? Donc ça, c'est des cibles qui sont importantes. Et si elles sont pas bien en place, ça va demander des adaptations. On va devoir aller adapter l'architecture du réseau, la segmentation. Et pour ce faire, on a aussi la cartographie donc des réseaux logiques. Ici, je vais afficher mes routeurs pour bien comprendre le routage et le filtrage de ce réseau-là. Donc on a un schéma d'architecture logique qui permet de voir les différents VLAN, qui permet de voir les différents assets, d'identifier des machines par exemple qui me permettent de faire un saut d'un VLAN à un autre VLAN parce qu'elles ont deux interfaces réseau. On le retrouve très communément en environnement industriel. Euh, et c'est impératif de bien maîtriser ce type d'environnement.
La solution, en fait, elle n'est pas là pour être tout le temps utilisée en live sur des flux live. Et je vous parlais d'audit tout à l'heure. Donc, c'est indispensable de pouvoir produire des livrables et que les bonnes équipes puissent travailler dessus. Donc, on a tout un tas d'exports qui sont possibles, dont un export, alors ici, Draw.io pour rester sur des solutions plutôt ouvertes, mais on va dire que si vous utilisez du Visio, par exemple, ça va fonctionner aussi. Et vous allez retrouver toute votre cartographie. Donc un schéma comme ça, c'est des heures, voire des semaines de travail pour une équipe qui part sans carto. Là, finalement, c'est la solution qui va produire ce livrable-là et permettre aux équipes de travailler dessus et de réfléchir à la refonte. Qu'est-ce qu'on va mettre comme brique? Où est-ce qu'on remet des firewalls? Nos accès VPN, on les veut ici et là. Le bastion, on le veut en place à cet endroit-là pour tels accès et tels accès. Voilà. Donc, ce qui est important en fait, c'est de comprendre que cette cartographie, elle est statique, mais elle permet de revenir quand même dans la solution. On garde tous les liens, on va garder tout ce qui est important. Et ici, on voit que cette machine-là, par exemple, j'arrive sur sa fiche de détail et je vais retrouver sur quel switch, sur quel port physique elle est branchée. Donc là, on parle vraiment de cartographie physique. L'équipement en question est branché sur tel port de tel switch. Et ça, quand vous l'avez pour un switch sur une petite usine, ça va. Quand vous commencez à parler à des usines qui ont 200 switch, 300 switch, 500 switch, la carto, ben, si c'est fait de manière humaine, ça colle. Donc là, en fait, on va automatiser cette partie-là et il n'y a pas de communication entre la console SecIoT et les équipements industriels. On ne modifie pas la matrice des flux, on donne des outils à l'administrateur réseau. Donc l'administrateur réseau légitimement parle en SSH à ses équipements, à ses switches et à ses différents équipements actifs du réseau. Euh, les outils qu'on lui donne font exactement son travail de sa machine légitime vers les équipements légitimes. En fait, on ne vient pas altérer la matrice des flux et on ne vient pas demander des ouvertures, enfin des allègements de politique de filtrage pour exécuter une machine dans un environnement, des outils de sécurité dans un environnement industriel. Ça, c'est primordial. Donc sur le détail d'un équipement, on va retrouver beaucoup de choses. Je vais partir sur un équipement industriel. On va rester dans la partie Indus. Ici, un équipement, par exemple, avec donc ces relations. On va voir quelles sont les relations, quels sont les automates ou les machines IT avec lesquelles ils communiquent. On va voir la liste des protocoles. Donc, c'est un peu comme pour ceux qui ont fait du Nmap, on veut voir tous les ports qui sont ouverts. Mais là, en fait, on veut voir surtout les ports qui sont communicants, les services qui sont exposés, les services qui sont consommés. Parce que c'est très important de savoir aussi quels sont les services consommés par une machine. La vulnérabilité ou l'exploitation, en tout cas, peut venir dans les deux sens. On va retrouver des choses aussi sur la partie L3 et la partie L2. Donc là, pour l'instant, volontairement très simple. Ici, on va retrouver la matrice des flux complète de l'équipement. Ça veut dire que j'ai un équipement à gauche, j'ai les équipements avec lesquels il communique à droite, et ensuite, en lecture de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite, on va retrouver donc le layer 2, avec les cartes réseau qui sont ici, une qui est déclarée et visualisée, mais qui n'a pas d'adresse IP configurée et qui ne communique pas en layer 2. Ici, on va retrouver donc une adresse MAC qui communique en ARP avec l'autre adresse MAC de l'autre côté. On va retrouver l'adresse IP configurée sur cette adresse MAC qui parle en ICMP avec une autre adresse IP de l'autre côté dans le même VLAN puisqu'on a les mêmes couleurs. Donc peut-être que l'ICMP n'est pas un problème dans la PSSI du RSSI si c'est dans le même VLAN et dans ce cas-là il n'y a pas de problème. Peut-être que c'est déjà un problème et que il avait interdit de l'utiliser. Et s'il a interdit d'utiliser, on pourra mettre des alertes dessus un peu plus tard. Et on va retrouver ben, voilà, des flux comme du SNMPv1 par exemple, euh, qui fait partie des protocoles à savoir maîtriser quand même dans ce type d'environnement, et du S7 hein, qui parle ici avec une autre machine. Donc cette représentation de la matrice des flux, quand vous l'avez pour chacun de vos équipements, en fait, elle va vous aider à pouvoir faire vos revues de configuration de vos firewalls. Ça, et vous avez la certitude que c'est de la donnée à jour.
On va aussi avoir la partie non établie. Ici, je n'ai pas de flux non établi en L4. Donc, ça veut dire qu'a priori, il n'y a pas de défaut de configuration ou je ne compte pas absolument sur une règle de firewall pour couper un flux. Donc là, on est plutôt dans une situation saine. Euh, je, je vous montrerai une matrice des flux un peu plus compliquée tout à l'heure. Et puis, on va retrouver donc toute la partie événementielle. C'est toute la vie de l'équipement. Je vais trouver des vulnérabilités. Je vais trouver un nouveau vendeur, un fabricant. Voilà, parce qu'on a des métadonnées qui sont récupérées dans les parseurs protocolaires et qui viennent enrichir cette cartographie en continu. Donc, une machine qui change de nom, bah, c'est un nom qui est changé et c'est potentiellement une alerte qui peut être levée aussi si on a des règles dessus. Sur la partie vulnérabilité, on va retrouver les CVE et les codes CPE qui sont refabriqués à partir de toutes les métadonnées qui sont captées sur le réseau. Donc, le tout en passif. Si je vais sur des machines ici qui sont des machines un peu plus IT, donc des serveurs, là, je retrouve encore le switch sur lequel elle va être raccordée. Je vais retrouver les profils de communication sur les différentes IP, voir que bon, globalement là les gros pics c'est du backup, hein, mais voilà, il y a des backups qui sont faits régulièrement. On va retrouver ici, je vous le montre en détail, toutes les données exportées par les parseurs DPI qui sont développés par Security aussi. Hein, donc tous les parseurs protocolaires sont maîtrisés par nos équipes. Et donc ça permet de savoir quel protocole sur quelle donnée a offert la possibilité d'extraire quelle valeur. D'accord. Donc ça permet de corréler aussi, d'avoir par exemple un nom de domaine. Si c'est le bon serveur DNS qui a répondu, ce nom-là aura un niveau de précision qui sera bien supérieur à d'autres noms qui pourraient être captés dans d'autres protocoles. Et ici, on va retrouver donc la liste des applications aussi. Donc là, on est dans du semi-actif. Je vous en reparlerai tout à l'heure dans la partie questions. Donc cette partie-là, c'est ce qui va permettre de faire la liste de toute la partie applicative, y compris les vulnérabilités associées, les codes CPE associés. Donc en fait, notre cartographie ici nous donne déjà bon nombre d'informations quand on part de zéro. Il faut se dire que ce type de données, on les obtient très rapidement, très très rapidement. Ici, je bascule sur la partie inventaire, donc c'est la même vue finalement que la vue cartographique, mais en vue plus tabulaire. La vue tabulaire ici, elle a pour objectif de pouvoir plus facilement trier, regrouper, assembler, créer des groupes. Donc les groupes qu'on a créés tout à l'heure, qui étaient des sous-ensembles, je pourrais très bien créer des groupes de machines parce qu'elles ont les mêmes mainteneurs. Je pourrais très bien créer des groupes de machines parce qu'elles ont la même année d'achat. Parce que elles ont de l'IPv6. Donc je vais retrouver toutes mes informations sur la partie matérielle, sur la partie réseau. Donc c'est une autre manière d'explorer la matrice des flux, mais on va avoir toutes les informations sur les VLAN, les adresses MAC, les IPv6. Par exemple, si je veux savoir ici quelles sont les machines qui ont de l'IPv6 dans mon environnement industriel, je vais lui dire que IPv6 est défini, on va appliquer le filtre et je vais avoir la liste instantanément de toutes mes machines qui ont soit tenté d'obtenir une adresse IPv6 et donc qui ont du DHCPv6 configuré, soit des machines qui ont une IPv6 active. Si on remonte à l'été dernier pendant le mois d'août et la jolie CVE sur l'IPv6, globalement ça prend du sens. Et là, en fait, on va tout de suite pouvoir dire, bah, ça c'est le groupe des machines. Je vais grouper ces machines-là en disant, ce sont mes machines non conformes IPv6, quoi. Voilà, non conformes IPv6. Soit je dirais, on va faire juste un groupe et l'exposer et donner une tâche à quelqu'un d'aller nettoyer les configurations. Soit on peut aussi directement utiliser la cartographie pour créer des règles. Donc je vais créer une règle en disant anomalie IPv6. Donc une anomalie IPv6 et que je mette en médium par exemple, je vais pouvoir choisir le forwarder. Là vous voyez du sequoia.io ou de l'email du RSSI. Je vous montre cette partie-là juste dans quelques minutes. Et on va pouvoir choisir, c'est important parce que certains événements, dans l'IT, on envoie tout au SOC. Dans l'OT, il y a certains événements qui vont toucher plutôt la partie terrain parce qu'il va falloir agir sur le terrain et ça concerne des responsabilités de l'équipe industrielle.
Dans d'autres cas, ça va partir au SOC parce que dans une usine, un buffer overflow, ils savent pas vraiment ce que c'est. Et là, du coup, l'alerte sera plus pertinente si elle est traitée par des analystes SOC. Donc, on va pouvoir créer cette alerte-là. Là, je vais forwarder ça jusqu'à Sequoia. Et donc, on le verra tout à l'heure, mais j'ai créé une règle en utilisant ma cartographie. Je n'ai pas injecté des règles sans connaître ma cartographie. Ici, sur la partie protocolaire, on va pouvoir aussi visualiser tous les protocoles serveurs établis, non établis, voir quelles sont les machines qui ont le plus, par exemple, de protocoles serveurs non établis ou de protocoles clients non établis. Ça va permettre de voir globalement quelles sont les machines qui sont mal configurées, qui pourraient peut-être être mieux configurées ou pour lesquelles le firewall joue un rôle essentiel puisque c'est lui qui coupe les flux. D'accord? Donc ça va faire un gros inventaire de qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. On va avoir ici du ARP, du LLDP. Si je regarde dans Layer 2, une des particularités des sondes industrielles, c'est aussi d'être capable d'aller sur des protocoles comme du Profinet ou des choses comme ça. Alors si on a du Profinet et de l'IPv6, ça va peut-être pas marcher, donc j'enlève mon filtre. Mais ici, je vais retrouver voilà des machines qui vont parler du DECMOP, du CDP, du STP, du MRP, du Profinet RT avec de l'ARP. Donc là, on est vraiment sur des protocoles en niveau 2. Si on veut surveiller ces protocoles-là, c'est des protocoles non routés, il faut aller dans la bulle, il faut aller dans le domaine de broadcast pour aller regarder les flux. C'est pas d'un cœur de réseau qu'on va être capable de voir ce type de flux. Donc c'est vraiment une des grosses plus-values des sondes industrielles. Sur le zonage, et de la même manière, je vais pouvoir voir quelles sont les machines qui sont des machines pivots. Donc globalement les cibles pour un attaquant, des machines qui sont double attachées. Elles ont une carte dans le domaine d'admin, une carte dans le domaine Indus. Ça, c'est des machines de choix pour un attaquant pour pouvoir pivoter. Donc il va falloir les maîtriser, qu'elles présentent pas de vulnérabilité. Et là, on va être dans une approche de management des vulnérabilités qui va être différente. Je vais favoriser le patch de certaines vulnérabilités parce que la machine a un rôle particulier dans le réseau et non pas parce que c'est une CVE à 10. Voilà. Donc peut-être que la CVE est uniquement à 5, 6, mais elle va passer en priorité parce qu'elle prend du sens d'un point de vue réseau. Ensuite, toute la partie visibilité, je passe très rapidement. La partie description, ben, toutes les machines qui donnent déjà un peu des descriptions, on va pouvoir le faire en automatique. Maintenant, le rôle de l'humain, il est aussi là-dedans, de venir documenter chacun des équipements. On veut savoir quel équipement fait quoi, quel est son rôle. Il y a l'onglet aussi qui est là, sécurité, savoir qui sont quel est le niveau de disponibilité, niveau de sauvegarde. Si j'ai des machines qui sont critiques et qui ont un niveau de sauvegarde à 0, est-ce que je suis bon? Voilà, donc on est plutôt là dans des approches, je dirais gouvernance, mais c'est important de les traiter ici. On va pouvoir savoir qui sont ici avec les numéros de poste. Hein, et libre à vous de pouvoir le faire. Moi, c'est bon, ça enregistre toujours. Ok. Il y avait juste un micro. La liste de toutes les vulnérabilités qui sont dans le système. La liste aussi de tout un tas de métadonnées, de savoir quelles sont les machines qui sont les plus connectées, qui font le plus de sessions, qui envoient le plus de métadonnées sur le réseau. Donc c'est quels sont mes assets d'un point de vue statistique qui communiquent le plus sur mon réseau. Euh, et donc on va avoir des choses intéressantes de comprendre que bon, ici c'est mon AD qui communique le plus, c'est la brique centrale, c'est pas trop une surprise. Mais on peut voir par exemple que du Global Sign va arriver comme machine communicante sur mon réseau comme étant la plus, euh, la plus exposée côté public. Donc voilà, beaucoup de choses qui permettent de bien connaître son réseau, juste en l'observant. Euh, Ici, cette cartographie, en fait, si elle est faite que dans ces coyotes, par ces coyotes, pour ces coyotes, en fait, elle sert pas à tout ce qu'elle pourrait offrir. Et donc là, ce qui est important, c'est de pouvoir aussi collaborer avec les autres solutions du réseau. Donc ici, un firewall Storm Shield. Voilà. Juste que j'ai le bon mot de passe. C'est mieux. Donc, on a des connecteurs avec ces solutions-là. Là, je vais vous parler de Storm Shield, je vais vous parler de CyberWatch et de Sequoia pour alimenter leurs inventaires avec les données cartographiées par ces coyotes.
Ça veut dire qu'on n'est plus avec une solution à droite et une solution à gauche. On est avec une solution qui, si là, les noms qui sont là, en fait, sont des noms qui ont été rétablis par Security. Security qui vient dire les noms cartographiés à jour, je les mets à jour dans le firewall. Comme ça, quelqu'un qui regarde la carto ou qui regarde le firewall, on va bien parler du même objet avec le même nom. Et pas de un nom connu par l'IT, un autre nom connu par l'OT. On va bien parler des mêmes entités. Et vous voyez du Kali, par exemple, aussi, hein, on joue un peu dans notre lab. Et ici, je vais pouvoir avoir des machines. Je vais prendre ici un automate et de mon firewall directement pivoter dans ma cartographie pour savoir où il est, cet équipement-là, qu'est-ce qu'il a comme matrice des flux, est-ce que oui ou non j'ai du filtrage à revoir dessus, est-ce qu'il y a de la segmentation à revoir, est-ce qu'on doit lui changer de VLAN. Voilà, on est dans des approches où on va pouvoir passer de l'un à l'autre. Et c'est valable aussi quand on fait du monitoring, de savoir à un moment si on a des logs, des alertes, de pouvoir aussi pivoter sur l'équipement qui vient de subir une alerte. Et de la même manière, quand on a des toutes les politiques de filtrage, on va pouvoir retrouver tous ces liens-là sur les assets qui sont connus pour vérifier ce qu'on fait avant de mettre un any par exemple. De la même manière, ici, vous allez retrouver solutions comme CyberWatch avec l'inventaire qui est partagé par Security, qui alimente l'inventaire de CyberWatch. CyberWatch, son métier, c'est vraiment le management de vulnérabilité. Sa grosse force, bon, il y en a beaucoup. Un de ses peut-être points faibles, c'est de pas pouvoir faire de l'actif sur la partie industrielle, là où Security amène énormément de valeur. Et donc, on va pouvoir partager nos environnements et savoir que, par exemple, ben, cet équipement-là, toutes les métadonnées que je vous ai montrées tout à l'heure dans Security sont disponibles aussi dans un outil secondaire, ici CyberWatch. On va pouvoir regarder les vulnérabilités avec bah, toute la partie PSS. Enfin voilà, je rentre pas trop dans le détail sur ce que fait CyberWatch. Je vous laisserai aller vérifier ça, mais en tout cas l'intérêt est majeur de pouvoir avoir du patch management IT plus OT avec une vue d'ensemble. Dans ces IoT, vous voyez l'OT. Dans ces solutions-là, vous voyez l'IT et l'OT avec une vue d'ensemble. À l'époque où ça a été présenté à l'OCIR, il n'y avait pas encore de la fonctionnalité outil. Et donc, on est sur des solutions qui évoluent. Et donc ici, on va retrouver aussi hein, ce même lien qui permet de venir voir la même machine vulnérable et puis de comprendre aussi, voilà, une, euh, une anomalie ici avec l'asset qui se parle à lui-même. Ça veut dire qu'il y a des paquets sur le réseau qui vont pas bien, des intercos ou des choses comme ça qui sont pas dans le bon sens. Euh, et donc, bah, la dernière intégration à date, hein, qui est celle avec Sequoia. Et donc là, on est vraiment dans une approche avec une solution OT qui va pouvoir pousser de l'alerte jusqu'à un SIEM. Et donc là, le SIEM, lui, il est plus que IT OT, il est, enfin, il est tout composant, tout composant. Donc les alertes de sécurité industrielle vont pouvoir ici remonter. Soit ce sont des alertes Sigma, soit cartographie. Il y a il y a des règles un peu particulières. On va retrouver le détail des événements. On va retrouver toutes les machines. Si je vais en chercher, par exemple, euh, de ce matin, euh, les 24 dernières heures. Et donc la solution finalement un peu de temps à revenir. Non, elles sont là. Bon, il y a que ça. Ah non, c'est sur de la vulnérabilité, autant pour moi. Alerte. On va prendre ici. On est toujours plus à l'aise dans sa solution que dans celle des autres. Ouais, moi, c'est toutes les alertes d'IDS. Euh, je poursuis quand même sur la partie assets. Donc ici, on va retrouver l'inventaire des assets qui sont matchés par les règles. Et on va pouvoir connaître les criticités, on va pouvoir comprendre que ce soit des automates ou que ce soit ici un AD ou là un WAGO. Je vais retrouver la vie hein, finalement qui a été le matching, il va pouvoir se faire sur des adresses IP, mais pas des adresses IP fantômes. Elles ont été données par l'outil de cartographie et donc la corrélation avec les alertes et avec les différents événements va pouvoir être faite à ce niveau-là. De la même manière, on va pouvoir partir du SIEM directement dans la cartographie
Et dans cette cartographie, on va voir, par exemple, sur ce cas-là, on a un protocole inconnu avec une machine qui parle quand même du Wago vers un serveur Wago. OK, est-ce que c'est bien quelque chose qu'on maîtrise? On va directement pouvoir rapatrier un PCAP. Donc là, je suis analyste SOC. Et comme les centres Sec IoT font de l'enregistrement continu préindexé du réseau, je vais pouvoir remonter un échantillon du réseau. On est sur des protocoles qui sont très souvent en clair encore, hein, majoritairement en clair. Et donc, voilà, je l'appelle analyse, je mets un petit commentaire et je vais rapatrier la dernière demi-heure de trafic ou la plage qui m'intéresse pour aller faire de la levée de doute. Dans mon architecture de collecte ici, je vais retrouver donc mes différents forwarders, hein, des forwarders Sequoia, Main, mais je peux aussi ajouter des forwarders qui seraient, enfin tous ceux que vous connaissez, hein, du Syslog, de l'Elastic ou des choses comme ça. Et donc ici, je vais pouvoir rapatrier mes PCAP. On voit que ma requête est partie entre ces deux machines-là. Je lui laisse une chance d'arriver dans les temps. Retrieving, ok. Bon, on va ouvrir un autre pour gagner un peu de temps. Et donc, je vais récupérer mon PCAP brut de communication entre la machine A et la machine B, tout protocole confondu ou simplement le protocole qui m'intéresse. Je vais pouvoir faire mon analyse si que ce soit un problème opérationnel ou un problème cyber. Et puis voilà, enfin, je vais pas vous vendre du Wireshark, hein, mais ça fait bien ce que ça fait bien. Et parfois, on a besoin de la donnée brute. Donc, on est capable de synthétiser toute la donnée pour en créer de la cartographie, avoir quelque chose de très compact, et en même temps de garder la grosse précision pour avoir finalement une boîte noire industrielle, hein. La boîte noire, c'est de se dire que les liens qui sont observés ici sont des liens qui sont sur lesquels je peux aller retrouver de la donnée brute. C'est utile pour les parseurs protocolaires, c'est aussi utile pour ceux qui font du forensic réseau. Et aujourd'hui, en fait, c'est un des sujets pour lesquels on a assez peu de CTI sur la partie industrielle. Un, il y a assez peu d'experts. Deux, quand ça tombe en panne, on ne sait pas si c'est cyber ou pas, et donc on redémarre, et en redémarrant, on efface toutes les traces. Donc là, l'idée, c'est quand même d'essayer de pouvoir tracer et se donner une opportunité de pouvoir progresser dans l'analyse de malware, analyse de menaces sur les environnements industriels. L'outil sert également ici, vous le voyez en rouge, à faire de l'analyse, hein. Je peux voir, par exemple, ici, tous mes équipements vulnérables sont en rouge. Je vais voir ici tous mes protocoles interactifs, donc toutes les machines qui font du RDP, du SSH, du Telnet et qui seraient vulnérables. Le fait d'afficher ça ici, je vais pouvoir commencer à comprendre certains chemins potentiels, hein, certains chemins d'attaque qui font que j'ai des machines vulnérables accessibles en RDP depuis ma DMZ et que ma DMZ est accessible en RDP depuis mon VPN. Je fais pas un scénario complet, mais on est quand même sur de l'analyse qui permet de commencer à prendre en compte que c'est du réaliste en fait. Voilà. On n'est pas dans un pen test où on va aller vérifier et chatouiller. On est plutôt sur de l'exhaustivité, de l'analyse, et ensuite un pen test peut être complémentaire pour venir valider que c'est un chemin à venir combler. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, les pen tests, je les recommande assez peu en première intention parce que le niveau de maturité et le niveau de connaissance de carto, le niveau de segmentation, le niveau des configurations est trop faible globalement dans les usines. C'est moins vrai pour les environnements critiques qui sont déjà sous contrôle, sous LPM, sous NIS 1 déjà, et puis là on arrive à du NIS 2 pour d'autres, et sous d'autres réglementations particulières quand on est dans le maritime ou quand on est... voilà. Il y a beaucoup de cadres réglementaires quand on est dans le critique, mais la majorité de nos usines sont encore malheureusement assez exposées, et donc le fait d'avoir ces cartographies-là, finalement c'est très rapide, c'est très peu cher, par rapport à la valeur que ça apporte et au fait que ça permet d'initier des projets de sécurité. On sait que ça mettra du temps pour certaines usines. Si ça fait 20 ans qu'on parle déjà de problèmes de cybersécurité industrielle, dans 20 ans on en parlera encore. Plus de la même manière, parce que il y a des nouveaux automates qui arrivent, il y a du chiffrement qui arrive, il y a beaucoup de choses qui arrivent en cybersécurité industrielle. Euh, Maintenant, il faut déjà faire l'état des lieux, l'inventaire, et c'est là-dessus qu'on a un gros retard général. Voilà. J'aurais tenu moins de 50 minutes. Je vous remercie pour votre attention et puis au plaisir de répondre à vos questions.
Merci beaucoup pour cette présentation et cette démonstration.